L'intelligence artificielle, elle est sur toutes les lèvres, dans presque tous les labos, dans beaucoup de fonds et de subventions, dans tous les colloques, où à peu près notre chroniqueur, historien, sociologue des sciences, Yves Gingras, a eu envie de remettre un peu de perspective dans tout ça. C'est un peu l'exercice qu'on fait aujourd'hui avec vous, Yves. Oui, parce que j'ai suivi de près depuis quelque temps l'inflation des discours sur les vertus et les révolutions incroyables que nous amène l'intelligence artificielle. Donc, la première réaction que j'ai eue, c'est de dire le type de discours qu'on entend, on peut voir qu'il émerge dans les journaux. Il suffit de faire une analyse de contenu. On s'aperçoit que le mot intelligence artificielle explose Oui. à partir de 2015 et qu'il est essentiellement absent des grands journaux avant. On ne le retrouve pas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est donc, ça nous rappelle des choses assez similaires dans le passé. On se rappelle aux années 80, la biotechnologie, Oui. qui était la révolution finale du monde entier. Ensuite, bien sûr, on a oublié un peu ça, c'est pris pour acquis, et on est tombé avec la génomique. Oui. Et là, qu'il y a une explosion, on nous disait, on va guérir avec ACGT, on va changer une lettre et vous allez être guéri de toutes les maladies grâce à la génétique, etc. Et là aussi, on a fini par se calmer. Et ensuite est venue la dernière, avant qu'on a déjà oublié, qui était les nanotechnologies. Oui, ça c'est récent. Je me souviens bien d'avoir fait plusieurs reportages dans Il y le a monde des eu nanos. donc des rapports sur Oui. l'éthique des nanotechnologies. Donc, quand aujourd'hui on dit, ah oui, il y a des questions éthiques fondamentales, urgence, dépêchons-nous, avec l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, il faut peut-être ramener pour dire, mais de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle? La première chose qui frappe, c'est qu'on ne définit jamais le mot intelligence. Parce que là, on aurait un peu des problèmes. Par exemple, lorsqu'on lit la première phrase dans cette explosion de discours, on a eu récemment ce qu'on a appelé la Déclaration de Montréal. Oui, Voyez-vous, on y travaille un encore. discours ouais. pompeux là, des informaticiens et d'autres éthiciens qui disent « On va déclarer quelque chose, nous, au nom de l'Université de Montréal. » Et la première phrase dit « Qu'elle soit naturelle ou artificielle, l'intelligence n'a pas de valeur en soi. » Fait que là, on dit « Mais c'est quoi l'intelligence artificielle? » Fait que là, on va dans la série de définitions à la fin et on définit plein de mots. Mais on définit jamais le mot intelligence. Ah, tiens. Définit le mot justice. On définit plein de mots, mais jamais le mot intelligence. Et la raison est peut-être simple, parce que lors du colloque, mon collègue Luc-Alain Giraldo, qui a fait d'ailleurs, vous savez, récemment un beau livre qui s'appelait « Dans l'œil du pigeon », rappelait qu'on considère le pigeon comme idiot, alors que l'intelligence comportementale du pigeon, elle est infiniment supérieure à celle de soi-disant intelligent robot ordinateur qui a gagné une partie d'échecs et une partie de Go en brûlant des millions de watts d'électricité, alors qu'il n'y a rien d'intelligent dans ça pour une raison très simple, c'est que le jeu de Go, tout comme le jeu d'échecs, est fondé sur un nombre défini, précis, de règles bien définies. Quand vous jouez aux échecs, vous connaissez les règles. Donc, alors que la vie, c'est un peu plus compliqué que ça. La vie, effectivement, lorsqu'on se promène, il n'y a pas de règles décrites et donc il faut comme inventer ses propres règles. Donc, et pour les gens qui nous écoutent, Luc-Alain Giraldo remettait l'intelligence du pigeon à sa place lors du colloque de l'Association des communicateurs scientifiques qui se déroulait à Montréal et donc, à la fin lui de semaine disait, dernière. et j'en étais très heureux parce que je dis la même chose, qu'on devrait cesser d'ailleurs de parler d'intelligence artificielle parce que ça crée de faux problèmes. Si vous utilisez le terme intelligence artificielle, vous pensez immédiatement à l'opposé à l'intelligence naturelle. Or, comme on ne sait pas vraiment définir intelligence, on crée des faux problèmes. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail scientifique de ceux qui nous parlent sous le vocable de l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a de la recherche, il y a des avancées de ce côté-là. Oui, alors, c'est quoi? Donc, effectivement, de quoi on parle? Au fond, on parle d'un mot qui est utilisé aussi, mais qui devrait être utilisé systématiquement, c'est le mot algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? Allez sur Wikipédia, il y a une très belle définition très courte qui dit que c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations et d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Or, les algorithmes, c'est pas nouveau. Les premiers algorithmes, ce sont les Babyloniens qui les ont mis au point. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini des algorithmes au sens précis du terme pour résoudre des équations du second degré. Par exemple, extraire une racine carrée. Nous, on a des techniques différentes parce qu'on a développé, en gros, disons, du 15e au 17e siècle, l'algèbre, qui est une série x carré plus y carré égale z carré, par exemple, alors que les Babyloniens, eux, il y avait plutôt des techniques par des listes. On disait, si tu cherches la racine carrée, fais telle opération, ensuite fais telle opération. Alors, et l'algorithme, serait une suite une liste d'opérations par rapport à une équation. Et dans les tablettes babyloniennes,
on a donc cette liste-là, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Donc, c'est très vieux des algorithmes. Et le mot algorithme lui-même, d'ailleurs, vient de la langue arabe, d'un mathématicien du 9e siècle, Al-Khwarizmi, qui parlait justement des algorithmes. Un peu comme algèbre vient de algebra, comme alchimie vient de alchimie. C'est des mots arabes de la science du 17e siècle. Donc, c'est simplement des modes de résolution de problèmes. Pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup? La raison, au fond, elle est très simple. C'est la rencontre de choses indépendantes, mais qui convergent. C'est-à-dire? D'abord, les ordinateurs de haute puissance et surtout de très fortes capacités de calcul qui sont développés par les ingénieurs et par les physiciens qui trouvent des techniques pour que le calcul se fasse à des vitesses très rapides. Oui. Alors qu'avant, ça pouvait prendre, disons, 3-4 heures, faire un calcul compliqué. Aujourd'hui, avec les superordinateurs, ça peut prendre, disons, 1 minute. Donc un élément. On est proche du temps réel. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est qu'on a des quantités de données absolument astronomiques, au sens vraiment précis du terme, qu'on pense au génome humain. On a donc une série extraordinaire de nombres, ACGT, GT, CA, etc., qui ont une propriété que si on fait un algorithme puis on lui dit, OK, je cherche tel gène, que telle longueur, que telle chose, et j'ai plein d'informations, on peut faire un algorithme qui est une série de règles qui dit cherche telle chose, qui va le faire à une vitesse beaucoup plus rapide que l'être humain. Donc, ces trois choses-là, l'algorithme, des algorithmes et des ordinateurs de haute puissance, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait des choses technologiquement très utiles. On peut faire des diagnostics en temps réel, alors qu'avant, on aurait eu 2 semaines de calcul pour le faire. Mais donc, il n'y a rien de magique dans ça. Non, oui, pas magique peut-être, Yves, mais c'est une révolution en quelque sorte. Oui, mais c'est une révolution qui est liée aux technologies, mais qu'il n'y a pas rien d'intelligent dans ça. C'est uniquement des algorithmes qui ont des propriétés qu'il faut écrire. C'est des individus qui écrivent ça. Et donc, quand on se lance dans des grandes déclarations qu'il y a des problèmes éthiques fondamentaux, que demain, un peu comme avec les nanotech, on pensait que les grégouts, les petits robots nous mangeraient, on a un peu ce délire actuellement. Et il faut ramener les choses à leur réalité. Et ensuite, voir les usages. Et les usages de ces algorithmes, on peut le dire déjà, parce que les premiers algorithmes, tout comme les premiers drones, tout comme les premiers ordinateurs et Internet, c'est lié d'abord par des développements de recherche à l'armée, en bonne partie d'ailleurs par le Department of Advanced Research Project aux États-Unis, le fameux DARPA, qui a donné ARPANET d'abord au début des années 70, qui est devenu Internet. Et donc, il faut ramener ça dans ce contexte-là. Et ça essaie de s'imaginer que parce qu'on a utilisé le mot intelligence artificielle, qu'il y a vraiment d'intelligence, ça crée des faux problèmes. C'est des technologies, c'est des mathématiques, c'est de l'informatique et du codage qui nous font aller beaucoup plus vite, un peu comme l'imprimerie aujourd'hui et les technologies modernes nous permettent, disons, d'imprimer 1000 livres en 1 seconde, alors qu'au Moyen Âge, ça prenait 1 mois de transcrire un livre. Donc, ça va plus vite, mais on n'a pas une révolution épistémologique. Et ça reste important, et je crois que c'est l'essence de votre chronique, Yves, de garder une certaine distance critique par rapport à ces avancées-là. Et pour cela, je pense qu'il est temps, après avoir entendu beaucoup d'informaticiens, de mathématiciens nous faire des annonces, avec souvent c'est des présidents de compagnies eux-mêmes qui nous disent que l'intelligence artificielle va nous transformer. Ça, c'est de la promotion. Donc, il est temps que les historiens, les sociologues, les politologues et les philosophes analytiques, non pas les éthiciens, je parle bien des philosophes qui savent qu'est-ce qu'un concept, qui savent que veut dire les mots intelligence, reviennent dans l'espace public pour déflatter un peu le discours qui est sur le bord de déraper et qui peut amener des politiques définies trop rapidement sur la base de promesses qui, au fond, sont beaucoup plus abstraites que la réalité réelle, qui, elle, est très utile, mais qu'il faut comprendre dans ses caractéristiques propres et non pas dans l'imaginaire de science-fiction. On fait attention au mirage. Merci de nous le rappeler avec cette perspective historique fort intéressante, Yves Gingras. Je rappelle qu'Yves Gingras est titulaire de la chaire de recherche en histoire et sociologie des sciences qui est située à l'Université du Québec à Montréal.